Bonjour Aminata Niakate. Bonjour. Soyez la bienvenue. En pleine canicule, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a présenté ce matin en Conseil des ministres son projet de loi. Un projet de loi gagnant-gagnant, selon lui. Il était ce matin sur France 2. L'objectif, encore une fois, c'est pas de remettre des passoires thermiques ou bouilloires thermiques sur le marché de la location pour le plaisir. C'est de s'assurer que les travaux soient faits. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le propriétaire parce qu'il a un peu plus de temps pour faire ses travaux. C'est évidemment gagnant pour les locataires parce que déjà, ils ont toujours un toit sur la tête. Dans un moment où on n'arrive plus à se loger dans notre pays, enlever 700 000 logements du marché de l'immobilier, c'est une folie. Et gagnant aussi pour le tissu économique parce que quand vous relancez autant de chantiers de rénovation, c'est une bonne nouvelle. Remettre donc les bouilloires thermiques, les passoires thermiques sur le marché. La gauche avait vivement critiqué. Est-ce que vous avez été rassuré par ce qu'a pu dire Vincent Jeanbrun ? Pas du tout, parce que ça fait des années que les DPE et les autorisations de location de ces logements qui sont des passoires thermiques, des bouilloires thermiques, sont reculées d'année en année. Et là, c'est pas la première fois que le gouvernement fait cela, c'est-à-dire reculer la date jusqu'à laquelle on peut louer notre appartement alors qu'il est une bouilloire thermique. Donc je suis pas du tout rassurée, c'est 3 à 5 ans de plus d'inertie. On est en pleine canicule, c'est un très mauvais timing et c'est bien ce qu'il fait, c'est autoriser des passoires thermiques pendant 3 à 5 ans de plus. Oui, mais il y a des conditions. Le propriétaire doit s'engager à faire des travaux via la signature d'un contrat, en plus avec une entreprise. Dans un délai de 3 à 5 ans. Donc, je veux dire, je veux bien, mais en fait, ça veut dire que il pourra louer pendant 3 à 5 ans des bouilloires thermiques. Mais il y a quand même une urgence, c'est une bombe sociale, on a besoin de logements en France. Oui, on a besoin de logements, je suis d'accord, mais peut-être que le délai est trop long. Et puis, ça fait des années qu'elle aurait pu être mise, cette pression sur les propriétaires pour faire ces travaux. Ça fait des années qu'on est encouragé à isoler nos logements et isoler le logement de nos locataires. Et je pense qu'on a une obligation de sécurité vis-à-vis de nos locataires, des locataires qui vivent dans des passoires thermiques. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment ? Parce que là, construire des logements, ça prend aussi beaucoup plus certainement que 3 à 5 ans. Mais je pense que les personnes qui envisagent de louer un appartement, qui font de l'investissement immobilier, ils doivent intégrer dans leur logiciel qu'il faut isoler, qu'il faut un logement isolé et qui soit un logement digne, parce que finalement un logement à 38 degrés c'est un logement indigne, en fait c'est intenable de vivre dans un logement comme cela. Donc moi je pense que pour les logements donc très mal notés et qui sont invivables, qui sont des fournaises l'été, qui sont dangereuses, je pense qu'elles n'ont plus leur place dans le marché. Donc ces personnes qui ont eu les moyens d'investir dans l'immobilier, ils doivent s'organiser pour que les logements qu'ils proposent sur le marché de la location restent habitables. Là, on recule pour mieux sauter, et dans 3 ans et dans 5 ans, ce sera la même chose. Enfin voilà, peut-être qu'il faudrait autoriser les propriétaires qui engagent des travaux, qui démontrent qu'ils ont pris un prestataire, etc., qui engagent des travaux. Peut-être que cela pourrait être autorisé à poursuivre la location de leur logement. Mais je trouve assez peu audible, surtout en pleine canicule. Alors justement, parce que le texte qui devait être présenté aujourd'hui de longue date, quand même, a été enrichi au vu de ce que nous vivons et subissons depuis plus de 7 jours maintenant. Il a été enrichi d'amendements sur l'adaptation des logements aux fortes chaleurs, notamment pour faciliter, par exemple, le vote en copropriété de travaux de pose, de volets ou de store. C'est le principe de réalité. Oui, non, je pense qu'il fallait, en tout cas, il fallait le faire. Il me semble que Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale, avait, il y a 2 ans, fait une proposition de loi justement pour adapter les logements aux chaleurs d'été, donc en végétalisant massivement, en isolant, en proposant effectivement des volets pour protéger ces appartements l'été. La climatisation, est-ce que c'est encore un mot tabou chez les écolos? Pas de tabou sur la climatisation. Ça fait partie d'un arsenal de réponses, et en situation d'urgence, dans les hôpitaux, dans les crèches, dans les EHPAD, on entend parfaitement que ce soit nécessaire. Mais se poser aussi la question que
si une ville, par exemple comme Paris, devait doter l'intégralité de ses logements de climatiseurs, ça pourrait être aussi une catastrophe, puisque la clim, elle rejette dans l'espace public. Vous savez qu'il y a des études contradictoires sur le sujet. Elle rejette massivement dans l'espace public de la chaleur. Donc c'est pas la solution, c'est une solution de rustine, de dernier recours. Quand dans l'urgence, il faut apporter de la fraîcheur. Et voilà, et on n'est pas du tout. Les écologistes n'ont jamais été opposés à la climatisation, mais c'est pas notre solution favorite. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux un plan en général, on va dire global, plutôt que des gens, et c'est souvent justement d'ailleurs les plus riches qui pourront se permettre d'avoir des blocs clim qui sont encore plus dépensiers et peut-être polluants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en plus, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir la clim. C'est bien ça, c'est bien ce que je dis. Et les personnes qui vivent dans les bouilloires thermiques sont souvent aussi les plus précaires, qui ne peuvent pas s'offrir un logement isolé comme il faut. Voilà, un plan global, encadré. Il faut un plan global. On a par exemple, les écologistes demandent depuis des années d'investir massivement dans l'isolation des logements sociaux, et donc c'est une nécessité. Et donc ma prime rénov', qui est rabotée d'année en année, budget après budget, il faut remettre de l'investissement dans ma prime rénov' pour pouvoir isoler les logements. Il faut remettre de l'argent dans le fonds vert pour isoler le bâti scolaire. On a énormément d'écoles qui sont fermées, qui ne peuvent plus accueillir les enfants parce que c'est intenable pour les enfants. Et donc, et le fonds vert, il servait à ça, notamment à financer l'isolation et la rénovation du bâti scolaire. Et c'est aussi un budget qui a été raboté d'année en année. Il y a plein de choses à faire, investir massivement dans la végétalisation de l'espace public. Et voilà, vraiment, oui, il y a énormément de choses à faire. Écoutez Marine Le Pen, chef de file des députés RN, qui a défendu un plan de climatisation généralisé. C'était ce matin sur France Culture. Quand je défends un grand plan clim, parce que je considère qu'en 2026, il est honteux, mais honteux, que des bébés qui naissent dans des hôpitaux, des personnes âgées, des malades, soient obligés de supporter des chaleurs qui tuent. Je veux dire, soyons clairs, la chaleur extrême telle que nous la vivons, elle tue des gens. Donc moi, comme responsable politique, à partir du moment où il y a une solution, peut-être y en aura-t-il d'autres après. Je crois beaucoup au progrès. Aminata Niakate, d'accord, pas d'accord? Je suis ravie de voir que Marine Le Pen réalise que le climat et les vagues de chaleur tuent les gens, puisqu'elle a souvent été la première à critiquer le GIEC dans ses constatations, à les traiter d'alarmistes. Ensuite, sur les hôpitaux, sur les équipements publics, sur les EHPAD, je pense qu'il faut évidemment doter de climatiseurs ces endroits où la population est fragile. Et ensuite, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga. La seule réponse aux vagues de chaleur ne peut pas être un plan de clim. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais ça va prendre du temps et on a pris du retard. Est-ce qu'on entend beaucoup de le reproche fait aux écologistes en disant mais il y a eu une, il y a eu une idéologie, alors qu'on n'est pas au pouvoir, franchement. Laissez-nous regardez les villes où on est au pouvoir, ça se passe pas comme ça. Mais justement, on met sur le dos des écologistes en disant il y a eu une idéologie qui nous a forcé en France à plus lutter contre le réchauffement climatique en cherchant à l'atténuer plutôt qu'à s'adapter à ces fortes chaleurs. C'est les écologistes qui ont fait. Non, mais les écologistes, ils ont des solutions sur les deux volets, l'atténuation et l'adaptation. Ils ont toujours eu des propositions sur l'atténuation et l'adaptation, et on doit continuer d'atténuer. Donc vous n'avez pas été écouté, un plan massif international de climatiseurs, ça ne va pas du tout atténuer. C'est que ça consomme de l'énergie, ça rejette de la chaleur dehors, etc. Ça ne va pas du tout participer à l'atténuation des vagues de chaleur. Et les écologistes ont toujours proposé de rénover les logements, de végétaliser massivement dans les territoires. Ils ont toujours proposé des solutions pour rendre la vie supportable pendant les vagues de chaleur. Le plan sur les volets dans les logements sociaux et en dehors des logements sociaux, ils ont toujours proposé des solutions pour s'adapter à ces épisodes. Mais la sobriété écologique, économique même, est-ce que vous avez été écouté quand même là-dessus? Oui, sur la sobriété, et c'est pas contradictoire avec un plan d'adaptation.
planter des arbres, ça coûte cher, oui, mais c'est un investissement. C'est un investissement. Ça coûte beaucoup plus cher de gérer les crises et d'acheter en urgence des climatiseurs que d'anticiper, de planter, de prévoir des essences adaptées aux nouveaux aléas climatiques qui sont les nôtres. Et la sobriété n'empêche pas. Et on doit continuer l'atténuation, parce que là, pour l'instant, c'est que le début. En fait, on n'est pas encore aux trajectoires à 4 degrés. En fait, là, ce sont les étés les plus faciles. Et plus le temps va passer, plus ça va être dur. Et là, il serait temps que tout le monde se réveille et l'entende. Donc la climatisation n'est plus un signe de confort. La climatisation, la climatisation, ça doit être un outil d'appoint. En plus. D'appoint, mais ça peut pas être la seule solution, en fait. Les répercussions, l'onde de choc même de l'affaire Liana. Écoutez Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a demandé l'inscription de la loi intégrale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle était sur France 2 hier. On a besoin de mettre pour nos enfants la même chose que ce qu'on a fait pour les femmes, des juridictions spécialisées, des services d'enquête spécialisés, avoir vraiment une mobilisation totale de toute la chaîne judiciaire pour les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous demandons évidemment l'inscription de cette loi intégrale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle aura lieu, son examen devrait avoir lieu en septembre-octobre, c'est ce que le gouvernement a annoncé hier. Une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Des sanctions aussi contre 2 gendarmes, contre une magistrate aussi. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est cela la réponse que l'on attend pour protéger nos enfants ? Je pense que la mise à l'ordre du jour de la loi intégrale arrive tardivement, mais elle arrive, et ça, je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, cette loi est mise à l'ordre du jour. En revanche, je trouve que, je pense que oui, s'il y a eu des comportements inadéquats ou une mauvaise gestion d'un dossier, etc., je peux entendre, mais c'est vrai que je ne veux pas que les magistrats passent pour les boucs émissaires, en tout cas, de cette affaire, et que ce soit le corps des magistrats qui manque cruellement de moyens, qui en réclame depuis toujours, qui en réclament plus depuis toujours. Je ne souhaite pas que ce soit eux qui soient le bouc émissaire et qui payent les conséquences du manque de courage politique du gouvernement sur la question des Donc, c'est pas une question Aminata Niakhaté, de responsabilité des magistrats aussi ? Moi, je pense que les magistrats, s'ils avaient les moyens pour auditionner tout le monde, la victime, les voisins, l'entourage, etc., mener des actes d'investigation, s'ils avaient la ressource pour le faire, je pense qu'ils le feraient. Enfin, je ne veux pas systématiser et accuser en bloc les magistrats. Je n'ai pas vu s'il y avait eu un manquement grave sur cette situation-là, mais je suis sûre que si on investigue dans tous les dossiers en tout cas, là, dans l'affaire Liana, il va y avoir des investigations qui ont déjà commencé. Il y a eu un rapport préliminaire. Et je pense qu'il faut élargir, il faut regarder ce qui s'est passé dans ce dossier, mais il faut aussi élargir la focale et regarder si structurellement, est-ce qu'on donne vraiment les moyens aux magistrats de faire leur travail. Je n'en suis pas certaine, loin de là, parce qu'il faut des ressources humaines pour faire correctement son travail, pour avoir le temps d'auditionner tout le monde, etc., dans des délais qui sont raisonnables. Aujourd'hui, un procès pour viol, c'est 6 ans en moyenne de délai d'attente, c'est insupportable. Et c'est aussi parce que les magistrats manquent cruellement de moyens, et je pense qu'ils n'ont pas les moyens d'investiguer, de faire leur travail de magistrat comme il faut, avec les moyens actuels de la justice. On est le 44e pays au niveau européen en termes d'investissement dans la justice. Il y a peut-être eu des hausses du budget de la justice, mais ça a été massivement orienté vers le pénitentiaire et pas vers les ressources humaines de nos juridictions. Vous allez plus ou moins dans le sens de ces magistrats, ils sont plusieurs centaines, qui, dans une boucle WhatsApp notamment, contestent les conclusions du rapport d'inspection. Ils s'en prennent à Gérald Darmanin. Ils s'organisent aussi, peut-être même pour, par exemple, bloquer la boîte mail du ministère de la Justice, enfin faire différentes actions. Il va y avoir une tribune, peut-être une journée justice morte. Mais 3 semaines après l'affaire Liana, qui a choqué, qui a scandalisé la France entière, est-ce qu'on peut entendre cette contestation quand même ? Est-ce que la réponse des magistrats n'était pas autre, celle qu'on attendait ? Moi, je peux pas les blâmer. Je peux pas les blâmer. Alors, eux aussi, ils ont besoin de faire un travail sur
sur la manière dont il recueille la parole des victimes, la manière dont le nombre de reprises à laquelle la parole de l'enfant des victimes va être collectée, qui sont de nouvelles violences à chaque fois. Je peux entendre qu'il y a un besoin de responsabiliser les magistrats, de former les magistrats sur ces enjeux. Mais je pense qu'ils n'ont pas vocation à être le bouc émissaire jeté en pâture parce qu'il y a un scandale national qui en est un drame national sur l'affaire de Liliana. Et malheureusement, ce qui est arrivé à Liliana, le viol d'enfants, les agressions sexuelles faites aux enfants, ça arrive tout le temps, ça arrive tous les jours. Les féminicides, ça arrive tous les jours, malheureusement. C'est bien le problème. Ça arrive tous les jours. Et donc, il y a vraiment la réponse, elle doit être systémique. Et cette loi intégrale, elle propose plein de choses intéressantes, effectivement, des juridictions spécialisées ou dans tous les tribunaux, faut pas qu'il y en ait une à l'autre bout du monde et puis c'est tout. Il faut former les commissariats, qu'ils aient des unités dans chaque commissariat spécialisées à recueillir comme il faut la parole des enfants, former pas 10 000 policiers, mais former les 250 000 policiers, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 10 000 policiers qui se sont formés sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Et bien, ce sont les 250 000 policiers qui doivent être formés. Il y a énormément de choses dans cette loi. Et j'espère qu'elle sera adoptée et que les moyens seront mis. Parce qu'il faut aussi soutenir les associations qui accompagnent les victimes, qui font de la prévention pour aussi, parce que l'idée c'est aussi d'éviter de se retrouver devant le tribunal et d'avoir à juger des comportements. L'idée c'est pas d'avoir c'est d'avoir de ne plus avoir ce genre de comportement. Et donc dès l'école, former à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui a été très très contestée et l'État a été condamné d'ailleurs pour le manquement à cette obligation de formation. Mais j'en reviens à l'affaire Liliana. Si il y a des défaillances individuelles, des erreurs individuelles qui sont pointées du doigt dans le rapport final, vous êtes d'accord qu'il doit y avoir sanction ? Je suis d'accord qu'il faut une sanction s'il y a des défaillances individuelles, mais voilà, en tout cas il faut vraiment que ce soit des défaillances individuelles et que ce soit pas des défaillances systémiques qui ont réduit en tout cas le magistrat à prioriser un dossier par rapport à un autre. C'est ce que disait Darmanin dans une audition, alors je ne sais plus si c'était à l'Assemblée nationale, c'est qu'il fallait prioriser des dossiers de viol. On ne priorise pas une affaire de viol par rapport à une autre affaire de viol. Je suis désolée, il faut tous les traiter de la même manière, en mettant tous les moyens d'investigation et d'instruction dans tous les dossiers. Aminata Niakhaté, qu'est-ce qui se passe chez les Verts ? Écoutez, Yannick Jadot, sénateur écologiste de Paris. Même chez les écologistes, la réalité, comme au Parti socialiste, tout le monde l'a abandonné cette idée. Y compris parce qu'on voit bien qu'ils sont pas prêts. Vous croyez que Marie Tondelier a abandonné l'idée ? Mais vous regardez, écoutez les discours. Enfin, vous pouvez pas, encore une fois, être sur une logique où vous survendez un mécanisme qui, y compris cette façon de le survendre pour moi, va créer de la déception chez les électrices et les électeurs. On a fait de cet outil un objectif politique en soi. C'est ridicule, parce que si ça n'arrive pas, il faudra quand même gagner et mobiliser. Alors, l'idée en question, l'outil en question, vous l'avez deviné, c'est la fameuse primaire qui divise au sein même de votre parti. On a compris qu'Yannick Jadot y était très hostile. Donc déjà, on ne sait toujours pas si elle va avoir lieu parce qu'il y a beaucoup de participants, de potentiels participants en tout cas à la primaire ne veulent pas y participer, on est d'accord. Mais quel est le sort de Yannick Jadot là ? Est-ce qu'il fait encore partie des Verts ? Pour l'instant, il est toujours adhérent. Il n'a pas démissionné du parti. Et contrairement à ce qu'il fait croire un peu partout, il n'y a pas eu de procédure disciplinaire à son encontre, même si il passe plus de temps à dézinguer la stratégie du parti qu'à faire campagne pour l'écologie politique dans le cadre de cette présidentielle. Écoutez, c'est sa stratégie. Sa parole est libre et elle est en décalage avec la position et la stratégie votée par le mouvement auquel il appartient. Et donc, ça interroge pas mal de militants. Il n'est pas le seul, hein. Sandrine Rousseau. Oui. Alors, dans une autre nuance, puisqu'elle reproche à son parti d'avoir placé le sort de la primaire, toujours cette fameuse primaire, entre les mains des socialistes et délaissé la France insoumise. Et Yannick Jadot nous fait le reproche absolument inverse. Donc, peut-être que ils devraient tous les deux fréquenter un peu plus les réunions du mouvement, contribuer à la plateforme programmatique. Il y a tous les livrets thématiques que nous élaborons semaine après semaine pour apporter
apporter une proposition sur le fond dans la perspective de cette présidentielle. Et puis, la stratégie du mouvement, c'est qu'il y ait une chance pour que la gauche soit présente au second tour. Et je ne vois pas comment l'éparpillement et la démultiplication des candidatures peut nous permettre de parvenir à cet objectif. Quelle gauche ? Quel parti ? Mais nous, on est pour l'union de toutes les gauches, de toutes les gauches, et on est pour laisser le choix aux électeurs de gauche de décider de la meilleure candidature. Donc nous, pour l'instant, on continue. Notre stratégie, c'est de pousser pour un outil. Alors s'il y en a un meilleur, nous, on est à l'écoute, mais en tout cas, pour l'instant, on n'en voit pas d'autres pour avoir une candidature unique pour la gauche et les écologistes à la présidentielle. Voilà, c'est quelque chose que l'on soutient. Mais quelle est votre ligne avec les Insoumis ? Notre ligne avec les Insoumis, on a, en tout cas, en 2024, on avait un projet commun. En 2022, on avait un projet commun, des mesures communes, de la justice sociale, l'écologie sont des choses que je pense qu'on a en partage avec des Insoumis et avec des socialistes. Donc je pense qu'on peut se retrouver, comme on a pu le faire en 2022, en 2024, sur des mesures prioritaires pour les Français. Mais est-ce que le candidat ça ne peut pas être le candidat des écologistes, est-ce que ça pourrait être Jean-Luc Mélenchon ? Mais en tout cas, si dans le cadre de la primaire, c'était la candidature qui ressortait, ça pourrait être le cas. Si primaire il y a, bien sûr, parce que je ne suis pas sûre qu'il va y participer. Quand il y a eu des unions de la gauche, ça s'est toujours fait en dernière minute, sous la pression populaire, et donc on a encore un peu de temps.